Houston, Texas, c'est Noël. Un envoyé très spécial arrive, et ce n'est pas le Père Noël. Je suis venu en paix. Dolph Lundgren. Et tu vas nous la foutre, la paix. Dark Angel. Du fond de la plus tendre et de la meilleure des âmes peuvent surgir des désirs d'intense violence. Un jour peut-être les hommes apprendront-ils à lutter contre ces monstres de l'esprit. Alors, et alors seulement, quand le cerveau humain sera vraiment capable de se contrôler, nous pourrons songer à utiliser les puissances cachées de l'univers. N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. 7e dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast. Et bienvenue dans cette nouvelle vérif signée 7ème dimension. Rappel des opérations, la vérif c'est quoi 7ème dimension ? Ce sont des films que nous choisissons de manière random pour rendre hommage au travail d'édition des éditeurs. Et on va pas non plus jouer trop le suspense. Donc, tenant du titre aujourd'hui, Dark Angel, tout nous amenait à Dark Angel, on va pas se mentir. Donc nous avons eu Judith de Punisher, l'histoire secrète sur Punisher, et je vous partage ma grande théorie sur Dolph Lundgren, c'est-à-dire que Dolph Lundgren, quand il est brun, il est meilleur que quand il est blond, et dans Dark Angel, il est brun. Donc, pour faire cette vérif, mon habituel comparse, comment le présenter, Cédric ? Parce que je t'ai multiplement présenté, je crois que si tu es un peu le Thomas de Thomas Edison, en fait. Tu as vu la naissance, en fait, de tous les outils, de toutes les technologies contemporaines. Cédric, comment vas-tu ? Ouais, ça va. Ouais, avec mon vieil âge, ça va. Je supporte le progrès tous les jours et vivement l'IA qu'elle me remplace. Donc, tu es quand même positionné sur l'IA. Malgré toutes les technologies que tu as vues, l'IA, c'est quand même quelque chose voilà, qui tient à cœur. Ouais, je m'assois dessus. C'est très bien, je pense qu'on en parlera à Bob Iger, hein, tu sais, de chez Disney, parce que lui, il a beaucoup investi, mais on partagera, tu sais que c'est son épisode de podcast préféré, Disney, le dévoreur de monde, donc il m'a envoyé un message, j'ai pas tout traduit, mais globalement, ça voulait dire que c'était cool. T'as eu un petit retour, je suis content que ça ait été utile, et j'espère que ça va les aider dans leur conseil d'administration. Eh ben, nous partagerons tout ça. N'hésitez pas à partager, bien entendu, ce genre d'informations très importantes. C'est aussi la 50e vérif. Donc, happy birthday. Ça fait 50 fois que je tire un film. Et toi, ça doit faire une 20aine de fois que tu subis le film. Hein, c'est à peu près ça, Cédric. Non, c'est pas vrai. Non, j'en ai subi qu'un pour l'instant. J'ai fait les comptes. Je n'ai subi que... mince. Tu vois, le titre m'échappe. Punisher. J'ai essayé de te couper pour pas que tu le reprononces, mais c'est pas grave, je vois déjà les haters en commentaire. Et chers auditeurs, auditrices, parce que c'est la 50e, vous en avez rêvé. Dans, j'ai envie de vous dire, vos nuits les plus moites, dans ces moments où vous êtes dans les toilettes et vous écoutez le podcast, et vous dites que ça vous aide, et ben, une fois n'est pas coutume, pour cette vérif, nous faisons la vérif avec l'éditeur du film lui-même, Kevin de MDS et Films, nous accompagne pour cette vérif. Kevin, c'est un plaisir de t'avoir. Comment vas-tu ? Parce que tout le monde sait que tu vas bien quand même, mais on pose quand même la question au cas où. Comment vas-tu ? Salut tout le monde. Salut Eddy, salut Cédric. Écoute, ça va, comme tu dis, ça va très bien. Très heureux de faire cette 50e avec vous. D'ailleurs, Happy 50. Et puis voilà, quoi, ça va être très sympathique. Eh ben, tu sais, on est rodé hein, sur la vérif. Hein, tu sais, Cédric découvre les films l'avant-veille, peut-être même une heure avant. Moi, je prépare un petit peu. Je pense que, un petit peu comme Arthur, qu'on salue, tu amèneras un petit peu la caution un peu plus sérieuse de cet épisode.
Donc, comme on en a l'habitude ici à 7ème dimension, on essaye un peu de structurer, on essaye un petit peu d'amener une sorte de sommaire. Donc, tu nous accompagneras, Kevin, au fur et à mesure de nos digressions, de notre amour que nous allons déployer en fait pour ce fabuleux film qui est Dark Angel, alias aka I Come in Peace en version originale. Donc dans un premier temps, on va remonter un petit peu les origines du projet, notre découverte de l'œuvre. Dans un deuxième temps, nous allons traiter de la filmographie de l'éminent réalisateur derrière ce chef-d'œuvre du cinéma d'action. Nous parlerons du casting et nous conclurons bien entendu avec l'édition Blu-ray actuelle française disponible que tu as éditée avec tes petits doigts, avant peut-être de conclure sur une forme d'héritage, et bien entendu, le tout sera agrémenté d'anecdotes que nous n'avons pas, mais que toi tu as, Kevin. Peut-être que tu les inventeras, peut-être qu'elles ne seront pas vraies, mais nous ne pourrons pas vérifier ces choses-là. Alors, du coup, on va t'introduire à ce niveau-là, parce que nous, on en a l'habitude avec Cédric, hein, on se dit, bon, ben voilà, Cédric, comment t'es tombé dessus? Alors Cédric va me dire, il y a 2 heures, moi je dirais, ben à un moment donné, j'étais tout petit, mais j'étais puni, et j'ai regardé derrière ça un fauteuil, c'était dans les jeudis de l'angoisse. Mais Kevin, avant toute chose, j'ai eu un message des auditeurs-auditrices qui ont acheté ton édition, ils m'ont dit, on voudrait savoir quel est le mystère derrière l'animation du logo de la boîte MDSC. Moi, je pense que tu as dû voir Dark Angel sur un canasson, mais je ne sais pas si c'est vraiment la réalité. Donc, dis-nous tout. C'est-à-dire, à quel moment tu as pu faire la découverte de Dark Angel, et aussi quel est le secret, peut-être tu nous le donneras en fin d'épisode, derrière l'animation de ton logo. Moi, l'animation, hein, c'est un pote qui l'a faite. Un pote avec qui je travaille depuis longtemps. J'ai dit: «Moi, je veux un cheval». Je sais pas pourquoi, allez savoir. Heu, mais heu, mais j'ai dit: «Je veux un cheval, je veux que ce soit un cheval qui représente la société». Donc du coup, j'ai un pote qui l'a faite en animation, 2D puis en 3D. Et il l'a dessiné et puis ensuite il l'a animé. Donc ça a été assez sympa. On a vite fait notre logo, puis ensuite, vient le temps de choisir un film. Heu et ça, c'est toujours un peu difficile parce que quand tu montes une structure, le premier film, faut que ce soit faut qu'il ait l'effet d'une bombe, sinon personne va entendre parler de toi, quoi. Ouais, Donc c'est comme une note d'intention quand même. ouais, ouais, exactement. Heu, donc du coup, en effet, par rapport à ça, j'ai choisi, c'était pas, en fait, le premier film que je voulais. Pour l'anecdote, le premier film que je voulais, c'était La dernière maison sur la gauche de Ah Wes ouais, Craven, mais il était bien. déjà pris. Et en effet, il était pris puisqu'il est sorti, par la suite chez ESC. Mais qui en ont fait une très belle édition d'ailleurs. Mais mais du coup, j'étais sur le catalogue MGM et est apparu, un film, que comme une, comment dire? C'était assez incroyable de le voir qu'il était là-dedans, c'était Dark Angel, voilà, et C'est-à-dire, c'est comme, quoi? C'est une liste de films libres de droit sur la distribution sur le territoire? C'est ça ouais, en l'idée? fait, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une liste, heu, c'est un catalogue de l'ayant droit, donc là, pour le coup, en l'occurrence, c'était MGM, qui te disent, en fait, quels films sont disponibles pour la France. Et dans cette liste-là, donc c'est une longue liste, hein, je te laisse imaginer, parce que tu as pas que des films, disponibles en HD, tu as aussi des vieux films, disponibles en SD, qui ont jamais été restaurés, enfin, j'en passe et des meilleurs. Et dedans, donc il y avait Dark Angel et je me suis dit: «Bon, bah, c'est pas mal, on a déjà un truc» et cetera. Sachant qu'en plus le film correspond, je me suis dit: «Ça va être pas mal, on va marquer le premier film avec, un film de mon année de naissance». Donc du coup, je me suis dit: «OK, pas bête, on va faire ça» et cetera. Des fois, j'ai des idées vraiment saugrenues, hein, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Mais je me suis dit: «Voilà, ça va être celui-ci». Et puis pour l'accompagner, bah, j'ai dit: «Bon, on va prendre un autre truc, un peu bis et cetera». Et puis ça a été Exterminator 2 parce qu'il fallait quand même faire un pack de 2. Je pouvais pas démarrer juste avec un seul titre. Je voulais vraiment proposer un pack de 2 films et ça a été du coup, Dark Angel et Exterminator 2. Donc ensuite après, l'aventure s'est faite comme ça. Ça a été le vrai début, ça a été le choix des films.
Puis ensuite, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure en parlant du Blu-ray en lui-même. Ok, donc oui, typiquement, moi je trouve que le double programme est assez couillu hein, dans l'histoire. Alors, en même temps, je dis ça, et alors, malgré tout ce que j'ai vu, je n'ai toujours pas vu Exterminator 2, donc je suis très content, parce que sachez, chers auditeurs, auditrices, hein, il m'en a fait cadeau, donc moi les cadeaux comme ça. Je vais en profiter aussi quand même, voilà, pour faire circuler voilà, ces visuels-là, donc ça, c'est édition Blu-ray, on y reviendra. Et du coup, ce fabuleux visuel, hein, hyper énervé, donc d'Exterminator 2, hein, qui atterrira bien entendu dans la vérif à un moment donné, mais effectivement... voilà, toi, bon, t'as choisi ces titres qui marquent, et c'est vrai que Dark Angel, on va pas se mentir, hein, c'était quelque chose aussi qui était quand même assez attendu de notre côté, mais voilà, tu parlais de ton année de naissance, c'est quelque chose avant de l'éditer, que t'avais déjà poncé un petit peu, VHS, etc. T'en as combien de visions là, à l'origine, avant d'avoir sorti l'édition? Avant de sortir l'édition, non, j'ai dû le voir 2-3 fois, pas plus. Et c'est quelque chose que tu avais découvert plutôt au vidéoclub ou plutôt côté rediffusion télévisuelle? Et bah, figure-toi que je l'ai découvert en DVD, et c'était un DVD pirate d'une collection qui s'appelait Dark, enfin non, c'est pas une collection. Je sais plus, elle était vraiment, c'était vraiment, enfin, c'était des VHS ripés sur DVD. C'était vraiment, avec une jaquette, dégueulasse, enfin vraiment un truc, Je hideux. connais ça. J'ai les American Ninja du 3 au 5 voilà, dans ces qualités-là. Donc oui, j'ai Ah beaucoup bah, d'empathie voilà. pour la qualité que tu as eue. Où t'avais que de la VF dessus, enfin voilà, et donc en fait, je l'ai découvert comme ça en DVD, il y a très, très longtemps, hein. Moi, pour ma part, eh ben, c'était du M6. Et puis après, ça a été du vidéoclub rapidement, hein, où je me suis dit que ça serait cool quand même, hein. Bon, ça, je l'avais déjà expliqué dans un épisode qui s'appelait Acheter des films, c'est bien. Et on en avait parlé aussi sur nos anecdotes VHS, mais bon, j'avais plus ou moins dupliqué des vidéoclubs entiers, hein, voilà. Donc, alors après, qu'on me tape pas dessus, parce que j'ai racheté 20 fois les films derrière, donc je pense que hein, j'aurais pu faire construire des vidéoclubs avec tout ce que j'ai dépensé. Mais globalement, ça a été du M6, et c'est vrai que il faisait partie de ces films. Je pourrais le classer dans la même catégorie qu'un Jack Burton, dans le sens où t'es un peu au collège ou au lycée, t'as passé une journée de merde, tu veux te mettre un truc un peu random, tu te mets Dark Angel et ça te met la patate en fait. T'en as, voilà, t'as ta dose en 90 minutes montre en main, et aussi, ça a introduit cet épisode, c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé dans d'autres épisodes de 7ème Dimension, rien que la bande-annonce, elle te donne envie de voir le film. Voilà. Donc ça, on va pas se mentir, la célèbre phrase en français, mais qui marche aussi en anglais, hein, on y reviendra, Kevin, parce que tu nous le diras exactement, parce que c'est sûr que je vais me planter, parce que même si Dolph, il le dit en VO dans les bonus de ton Blu-ray, pour lancer le film, notamment, mais je sais que moi, la bande-annonce, elle m'éclatait, et avec juste le final, où t'as du coup l'envahisseur qui fait que dire et répéter qu'il est venu en paix, et là t'as ces bonnes vieilles voix de bande-annonce française qui fait Dolph Lundgren, et là t'as l'autre mec avec son doubleur, t'as l'impression qu'il a fumé 3 paquets de gita de maïs et bu 2 whisky, qui fait et tu vas nous la foutre la paix, Dark Angel. Moi, le film est vendu. Moi, j'ai envie de te dire, on est à l'Académie des Oscars. Voilà, on va pas se mentir, hein. On est aux Oscars. Donc moi, je me lève et j'applaudis. Tu vois, je tape dans les mains, je dis bravo. Bravo, la statuette pour cet homme, pour toute cette équipe, la statuette. Ah ouais, la bande-annonce, elle est formidable. Elle spoil énormément le film, mais elle est formidable. Et c'était, la voix française de Dolph, c'est Michel Vignier, qui est un immense comédien de doublage. Et la VF, c'est vraiment, fait partie des VF aux petites oignons qui ont été travaillés, véritablement, parce que c'est un vrai travail d'adaptation, et pour le coup, la VF, elle est monstrueuse, quoi. Bon, on y reviendra parce que autant je suis d'accord avec toi, j'adore cette VF, autant on reviendra sur des petits ajouts francophones, voilà, dans les insultes, Ah oui. qui Ouais. valent son pesant de cacahuètes. C'est-à-dire que bon, il y a encore 10 ans en arrière, ça pouvait passer aujourd'hui. Aujourd'hui, tu fous ça dans un drive-in en plein air, je pense que tu te prends des canettes dans la tronche, hein, au bout de... Mais bon, on y reviendra. Les auditeurs, auditrices,
attendent Cédric, ils se disent, bon voilà, eux, ils ont relevé, il y a quelqu'un qui a édité le film, un autre l'a découvert et a poncé en vidéoclub. Cédric, voilà, quel est le point de départ? À quel moment tu t'es confronté à Dark Angel? On attend tous et Bah, toutes. écoute, moi, c'est une grande histoire d'évitement, je crois, avant tout. Ah, Non, t'as mais essayé de l'éviter pendant toutes ces années, c'est ça? non, non, il m'a jamais. J'ai toujours vu traîner. Tu vois, je l'ai vu en vidéoclub, mais l'ami Dolph, moi, il m'a jamais trop mobilisé. Ou les quelques fois où j'y étais allé, tu le sais, c'était pas ma came forcément. Mais donc je l'ai découvert là pour le podcast. Tu vois, moi, je l'ai regardé la semaine dernière. Et je dois dire que j'ai pas boudé mon plaisir. J'ai passé un très bon moment. Comme quoi, hein, on peut passer, à côté de quelque chose qu'on regarde un petit peu de haut, où on se dit: «C'est quoi ce truc? Ça m'intéresse pas bien». J'avais pas d'image très marquée moi de la bande annonce, je sais pas, tu vois? Je suis toujours passé un peu à travers. Donc c'est un petit peu comme au ski, tu vois? C'est un slalom, et puis voilà. Tu m'as proposé de le regarder, j'ai regardé et j'ai kiffé. En vrai, j'ai vraiment kiffé. Donc, en gros, ce que t'es en train de me dire, c'est que t'es un peu comme les personnages dans Ghostbusters 2 qui voient arriver le Titanic et qui disent mieux vaut tard que jamais, quoi. Voilà. Un truc dans le genre. Voilà. Ouais. Non, mais c'était franchement, ça m'a égayé une soirée en janvier, pluvieuse, tout ça. C'était très bien, c'est très bien tombé et du coup, non, mais après je vais pas dire que c'est un chef-d'œuvre, c'est pas ça l'idée, tu vois? Mais le film est très Tu cool devrais, hein. et je le film est très cool et j'ai eu le sentiment que tous ceux qui y participaient s'amusaient et ça m'a fait m'amuser avec eux, tu vois? C'est ça l'idée, principale que j'en garde. Bon, maintenant qu'on sait que tu es en accord avec une œuvre de ce grand Dolph, hein, parce qu'il est grand par la taille et par le talent, et aussi par les retournées de jambes, hein, qu'il met dans la bouche, hein, voilà, dans ce film-là, nous sommes sur une œuvre de 90. Donc ça veut dire que dans la filmographie de Dolph Lundgren, eh ben, ça intervient après Punisher, hein, donc on avait chroniqué la fois dernière, d'ailleurs super épisode que je vous conseille, hein, donc on n'hésite pas à y aller, hein, à donner de la force et du gaz sur cet épisode, et je suis en train de me rendre compte aussi qu'avec la vérif, alors moi je pensais très rapidement en 50 films, plus faire la filmographie de Stallone ou Schwarzy, et au final, c'est plutôt l'intégrale d'Olf Lundgren que je suis en train de faire. J'ai calculé qu'il me manquait les maîtres de l'univers, sachant qu'il y a un remake qui arrive, donc on va pas y couper, à un moment donné, ou à un autre. Et il nous reste le Scorpion Rouge, l'Homme de Guerre et encore quelques joyeusetés. Donc, déjà, on va parler un petit peu de l'équipe technique qui est derrière ce film. Alors, moi, j'ai envie de parler de Craig R. Baxley. Ou Craig Baxley. Ou notre ami Craig. Parce que Craig, j'ai envie de dire, c'est un petit peu l'ancêtre d'un chat de Stahelski derrière les John Wick. Pourquoi ? Parce que avant d'être réal, c'est surtout un cascadeur et un régleur cascade. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Kevin ? Parce que je t'oublie pas quand même, hein, à ce niveau-là, sur le point d'origine. Pas de souci. Non, non, mais c'est ça, ouais. Moi, je suis parfaitement d'accord, en fait, avec ce que tu es en train de dire. C'est marrant parce que, je pense vraiment que Chad Stahelski et David Leitch, en fait, sont les nouveaux Craig Baxley. C'est-à-dire que c'est des mecs qui ont commencé également par les cascades et c'était vraiment des gros, gros cascadeurs qui ont fondé leur école et qui sont devenus des superbes réals. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font les 2 gars, quoi et ils me rappellent un peu, ce que faisait à l'époque, Baxter, puisque c'est des mecs aujourd'hui qui essaient d'éviter un maximum d'utiliser les effets numériques et beaucoup plus les effets pratiques, tout comme le faisait Baxter. Tu me J'aime régales. beaucoup Et le on aurait dû t'inviter avant, Kevin, hein. J'ai envie de te dire, on peut faire une équipe de choc avec Expandables, on rajoute Arthur Corras, là, voilà, moi tu m'as envoyé que du bonheur. Là. Ouais, moi tu sais, les John Wick, tout ça, les cascades à l'ancienne, au maximum, en plan séquence, on adore. Donc, déjà, ce passif qu'il a peut expliquer aussi le côté entertainment et bien réglé en fait, des scènes d'action qu'on peut voir dans les films, notamment dans Dark Angel, et dans d'autres films de sa filmographie. Donc, il commence à savoir, parce que c'est pas non plus le cascadeur de la pauvre petite série B du coin. Donc, c'est-à-dire que déjà, il a tout mon respect, parce qu'il a réglé pas mal de cascades sur l'agence Tourisque. Alors, pas le film, la série. Et donc ça, déjà, voilà, rien que de dire ça, moi je suis plus heureux des hommes. Donc voilà, l'agence Tourisque, hein, on adore. The Warriors, de Walter Hill.
Alors c'est pas le point commando, mais c'est le point Predator, hein, Cédric. Donc c'est lui aussi qui a réglé pas mal de cascades sur Predator. Donc c'est quand même pas mal, hein, ça va? Ouais, non, mais le mec, franchement, ouais, il a un beau Ouais. parcours pour arriver là. Il y a pas à dire, c'est pas un manchot et ça va servir le film, c'est évident. Et avant, alors moi j'ai noté en fait dans sa filmographie les faits notables, avant d'intervenir du coup sur Dark Angel, ce monsieur a quand même osé tenter quelque chose. C'est dommage, hein, ça n'a pas marché, hein, voilà, je spoil directement, c'est vraiment dommage, parce que ça aurait pu changer toute la carrière de Carl Weathers. On lui doit Action Jackson. Voilà. Un film d'action, bon, je sais pas si vous l'avez vu. Alors, bon, Kevin, je te pose la question, j'imagine que tu l'as vu, Action Jackson. Non, moi j'adore. Je suis un grand Cédric fan d'Action Jackson. Ouais, mais carrément, tu vois, c'est un film que j'ai essuyé plusieurs fois. Ouais, ouais, j'aime bien. Donc, pourquoi c'est génial? Parce que on a quasiment tout le casting de Predator. Donc on a Bill Duke, on a aussi Sonny Landham. Alors Sonny Landham qui est fou, hein, déjà. Enfin, je l'ai déjà dit sur Predator, c'est quand même pas... Je pense que lui, quand il joue dedans, dans le film, il joue pas en fait. Il fait vraiment son rôle, hein, dans la vraie vie. Donc voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Et à noter une prod Joel Silver, toujours derrière les bons plans. Et moi, je veux juste dire quand même que Carl Weathers incarne un héros qui s'appelle Jericho Action Jackson. Avec un scénar, voilà, à peu de choses près le même que Dark Angel en enlevant les envahisseurs extraterrestres, hein, ou les dealers de l'espace, à peu de choses près la même chose, d'un gars, voilà, on adore, voilà, qui va un peu trop loin dans ses méthodes expéditives, donc on est quasiment en fait sur un pré-Demolition Man avant la date. Donc ça c'est déjà plutôt cool. On le retrouvera en 91 pour un film qui s'appelle Stone Cold, et moi je l'ai pas vu, donc du coup quand j'ai préparé l'épisode je me suis dit putain je suis passé à côté de ça moi. Donc Stone Cold c'est avec Lance Henriksen et avec William Forsythe. Et moi, William Forsythe, à cette époque-là, je sais qu'il a fait Justice Sauvage. Donc sans avoir vu le film, je sais que ça peut être que génial. Et le pitch, c'est quand même quelqu'un qui s'infiltre dans un gang de motards suprémacistes. Suprémacistes, je vais le répéter parce que je l'ai mal dit. Donc ça veut dire que quelque part, c'est un peu un Prison of Anarchy. Est-ce que Craig Baxley, il aurait pas anticipé tous les succès qui allaient arriver dans 20 ans sans qu'on lui dise merci? Messieurs, moi je vous pose la question. Alors moi, j'ai pas grand-chose à dire sur sa filmo parce qu'en fait, quand je regarde tous les titres qu'il a fait, alors, non, j'ai rien vu. Mais moi, ça m'intéresse de savoir un petit peu comment ce mec-là, il se retrouve sur ce projet-là. Tu parlais de Joel Silver, tu vois? Il y a un petit peu la team, il y a un petit peu pas mal de trucs. Il a pas l'air d'être impliqué non plus dans le film. Voilà, je me demande en fait comment ce type arrive sur le projet et pourquoi il part sur ce projet-là. Je sais pas si Kevin, il a quelques infos à ce sujet? Comme Hollywood, en fait, le fait habituellement, généralement sur les films d'action, le coordinateur cascade est également réalisateur de seconde équipe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui va se voir attribuer pas les plus enfin, peut-être même les plus grosses scènes d'action d'ailleurs du film. Ils ont le mérite en fait de les réaliser et c'est quelque chose qu'on remet pas souvent en avant, C'est lui mais qui a je crois que je c'est pense que lui, il a sur été Predator qui avait fait la deuxième équipe, hein. Sur Predator, c'était Baxley et sur Predator, le producteur de Predator, c'était Joel Silver. Donc Joel Silver, à mon avis, a vu ce que le gars était capable de faire. 1 an plus tard, en effet, comme tu dis, il reprend, une partie de l'équipe de Predator et du coup, ça donne Action Jackson. Donc je pense que sa petite place, en fait, elle était faite là. Mais comme avant Predator, comme tu dis, sur l'agence touriste et cetera, en fait, il n'était pas à son premier coup d'essai en réal de seconde équipe ni en réal, parce qu'il a déjà réalisé des épisodes de l'Agence Touriste. Il avait déjà réalisé, un téléfilm en 81 et il avait, été réalisateur de seconde équipe, donc sur plusieurs autres projets auparavant, que ce soit des films, des téléfilms ou des Mmh. séries. Ben, merci en tout cas pour amener toutes ces informations-là, parce que c'est vrai que souvent on peut se poser la question de comment on atterrit. C'était encore une époque où il y avait le loisir, bon après c'est le côté American Way of Life aussi, le rêve américain, de ce côté-là, de se dire, bon ben voilà, si tu taffes bien, tu peux monter les échelons en interne, et c'est plutôt intéressant, parce que même si on n'est pas sur des gros budgets, parce que Dark Angel c'est pas un gros budget, on reste quand même sur quelque chose où on a une marge de manœuvre. Voilà. Je sais pas si t'as le budget en tête, Kevin. Alors j'ai pas le budget Moi, en j'ai vu tête entre 5 et précisément, 7 millions. je sais
Ouais, je sais que voilà, c'était pas considéré comme un gros blockbuster à l'époque. Mais c'était quand même un gros film en tous les cas pour le Oui, studio. c'est quelque chose qui est compris entre 5. Bien joué, Cédric, bien joué. Donc je teste un peu pour voir si t'as fait un peu le boulot quand même. Donc il fait genre, il prépare pas, mais il regarde un petit peu. Donc oui, voilà, c'est entre 5 et 7. Donc si on regarde bien, pour faire un petit peu en comparatif, c'est à peu près l'équivalent du budget du Retour à Silent Hill, par exemple, de Christophe Gans, qui est un 23 millions de dollars. Avec l'inflation, on doit être sur ça. C'est-à-dire que c'est pas un petit budget, c'est un moyen budget. Donc on va dire que c'est le gros budget d'un Jason Blum. Voilà, c'est le budget de Glass, quelque part, de M. Night Shyamalan. Voilà, pour faire un petit comparatif. Ouais, puis juste pour revenir sur le budget 2 secondes, le pognon, il est à l'écran, hein. On voit bien qu'il y a vraiment toute une générosité, une diversité sur les effets prostatiques, sur la production, sur la lumière, les explosions, tu en veux, t'en voilà. Donc le pognon, il est vraiment à l'écran, quoi. Il y a personne qui donne l'impression de se graisser là-dedans, quoi. Les auditeurs me disent que c'est plutôt prosthétique, parce que prostatique, c'est encore un autre type d'effet, mais... Je dis prostate. Oui, Non. mais c'est pas grave. Personnellement, je les Voilà, connais pas. moi ceux-là. non plus, j'ai pas trop envie de les connaître, Cédric, on va pas s'épancher sur ces choses-là. Donc, il a continué. Moi, alors écoutez bien, moi j'ai fait les choses correctement. En 97, il nous livre, j'ai un petit plaisir malsain pour la catégorie du Home Invasion. Vous savez, cette catégorie de genre, je fais un huis clos, Ouais, j'adore. moi. j'ai pas trop d'argent, il y a une menace extérieure et ça peut donner plein de choses. Ça peut donner un truc à la con comme Fear, hein, qu'on avait relevé la fois dernière dans NR à vif. Voilà, avec William L. Peterson qui paye un petit peu son loyer. Comme ça peut donner American Nightmare, le premier. Comme ça peut donner Sous pression avec Charlie Sheen, dans le rôle d'un pompier un peu fou. Moi, j'en ai un bon souvenir de celui-là. Et c'est pas un DTV, hein, je crois que c'est sorti en salle, il me semble, hein, ce truc-là. Donc à la sauvette, hein, mais j'en ai un bon souvenir. Je sais pas si tu l'as vu, Kevin, celui-là. Eh ben non, je ne Eh l'ai ben, pas vu. Ah, je- ouais, je suis pas sûr. Celui-ci. Eh ben, ne je l'ai te pas le vu. conseille, il est aussi gourmand que le fan de Tony Scott avec Robert De Niro. Voilà, donc c'est un truc qui est pas attendu. Voilà, donc Ouais, ok. ça va un peu loin. Moi, en tout cas, j'en ai un bon souvenir. Et pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Et allez savoir, comme quoi, peut-être que tu auras la réponse, Kevin, à un moment donné, eh ben, Craig Baxley, à la fin des années 90, début 2000, eh ben, ça devient le meilleur ami télévisuel de Stephen King. Et il nous livre, alors ce qui n'est pas un roman à la base, hein, c'est vraiment un scénario en forme de mini-série, il nous livre La Tempête du siècle, qui est pas dégueu. J'en ai parlé précédemment dans l'épisode dédié à ça, et aussi où je relève un peu les adaptations télévisuelles tirées de Stephen King. Et aussi, en 2002, Rose Red. Donc les deux sont... Non, c'est plutôt bien emballé, hein. La tempête du siècle, j'ai vu, mais il y a tellement longtemps que j'en ai vraiment aucun souvenir. Et l'autre, Rose Red, je l'ai jamais vu. Alors, La Tempête du siècle est beaucoup mieux emballée que Rose Red. Bon, après, c'est pas le même type de bouquin aussi. Voilà. Donc, c'est vrai que La Tempête du siècle ressemble plus à The Mist, dans cette idée où ils sont confinés, et puis après, il y a un dénouement tout en pyrotechnie. Donc, c'est plutôt pas mal. Et Ouais. à noter, chers amis, parce que à 7ème dimension, on fait le taf, il est aussi derrière, en 2002, Sniper 2, suite de Sniper 1, avec Tom Benger. Donc, alors, écoutez, moi, je vous donne le off un petit peu. J'étais avec notre très chère directrice de marque, et là, elle m'entend rigoler, et elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, alors dernièrement, on s'est farci les American Nightmare, et j'ai pris beaucoup de plaisir, hein, un plaisir malsain, à aller jusqu'au numéro 5, sachant qu'il y a un 6 qui arrive, je n'attends que ça, hein, donc en 2026. Et là, je regarde les snipers, moi dans mon souvenir, je sais pas pour vous, tiens, je vais vous faire jouer. D'après vous, il y a combien de snipers au total? Putain, c'est un jeu, Ouais, il doit y en avoir 5 ou 6. c'est un jeu souvenir sniper. Kevin, tu dis 5 ou 6? Ah, Cédric, tu je dis me combien? rappelle pas, je me rappelle vaguement de Tom Béranger qui fait le sniper, mais j'ai pas de souvenir plus précis. Alors tu sais, après, Ouais, il non, lui mais fait plus ça, le c'est. sniper, Ouais, hein. mais je me demande, il y a eu des suites sans lui ou il y a eu, tu sais, toujours comme Béranger. Il y a eu Oui. des suites sans lui, ouais, 4, Oh 4 oui. 5, 6, ouais, je dirais, ça s'est prolongé, hein. Préparez-vous, hein. 11 11 À partir du numéro 7, dites-vous bien que sur le wiki, il n'y a même pas de lien cliquable. Il y a juste les noms.
Parce que j'en ai vu traîner un dernièrement sur Prime Ouais. Video, et je m'étais dit, c'est le numéro combien ça? 11 films. Donc, chers auditeurs, auditrices, manifestez-vous qui regarde ça. Je veux connaître les noms. Je veux savoir qui s'est dit, oh là là, Sniper 11, The Last Stand en 2025, qui a applaudi quand c'est sorti. Je veux des noms. Voilà, vous Tu te me le moques que direz. ça pourrait intéresser un éditeur pour faire une intégrale Sniper. Je sais pas, Kevin, est-ce que ça pourrait t'intéresser? J'ai senti venir. Mais écoute, non. Moi, je m'arrêterai au 1. C'est pas Non, la mais priorité. vous vous rendez compte? Autant j'arrive à concevoir qu'un Fast and Furious, malgré que le point de départ est très mince, je peux arriver à accepter qu'il y en ait 10. Mais alors, Sniper qui en ait 11, alors là, c'est un mystère. Hein. Tu vois ce que je veux te dire? Quand tu t'es farci un substitut de 3 ou 4, t'as un peu compris ta douleur. Mais alors là, 11 Sniper, donc je suis désolé, il fallait que je le relève. Voilà, c'est un podcast sur Dark Angel, mais il y a quand même des trucs. Est-ce que vous imaginez un petit peu la réunion de cadres? Je sais même pas Non, qui y a pas de produit cadre, ces là. choses-là. C'est que des stagiaires. Même les Tremors, ils arrivent pas jusqu'à 7 ou 8. Donc, et t'as un mec qui fait, bon les gars, c'est quand qu'on fait un nouveau Sniper? Ouais. Bref. Mais à mon avis, ce genre de film, enfin, ça a été dessiné au marché de la vidéo. Donc ça veut dire que s'ils en font 11, c'est qu'au bout d'un moment, ça marche forcément, quoi. Ah ben, Enfin, je vois pas d'autres explications. ça doit marcher. Moi, mon explication, c'est qu'ils en tournent 3 en même temps. Je vois que ça. Ils louent un décor, ils en font 3, puis ils coupent, tu sais, à table de montage. Et hop! Ouais, ça c'est 10 et 11. Et il y a le même personnage, on dirait que c'est une trilogie. C'est une nouvelle trilogie, c'est la mode. Voilà. Donc tout le monde fait ça. Donc Danny Boyle le fait avec les zombies. Donc il tourne un film, il en fait 2 autres. Voilà. Donc Bon, bon, parenthèse c'est peut-être refermée. des chantiers d'insertion, tu sais. Hein. Pour des réals, des monteurs, tout ça, qui ont plus de taf, tout ça, ils sont passés ça par une... Voilà, Ah, mais... puis t'as France Travail, le local, hein, qui organise la mise en place de Sniper 13. Hein. Ah non, mais... Faut arrêter les conneries. D'ailleurs, on va balancer ce soir, on balance des noms, c'est 2026, c'est le début d'année. Peterson, il était très content de me sortir son coffret des temps mortels. Il y en avait 6 dedans. 6! Je dis, mais ah non, mais non. Ah, mais on va tous les regarder. Je dis, mais ça va pas ou quoi? Je dis, non, c'est sans moi. On a tenu aux 2. Hein. Aux 2, après, c'était la mort. Hein. Donc, bref, donc maintenant qu'on a listé un petit peu la formidable filmographie, parce qu'elle est plutôt correcte, hein, on va pas se mentir. Hein. Là, je parlais vraiment des snipers, hein, il fallait qu'on en parle. Au scénario, donc, nous avons quelqu'un qui s'est déguisé. Alors pas n'importe qui, parce que ce film, pourquoi il nous plaît tant aussi, pourquoi il y a de la punchline, pourquoi il y a des à-côté, on parlera des à-côté un petit peu au niveau de l'histoire. Tu vois, un à-côté, moi, qui me plaît bien, c'est que, tu sais, le bon scénario, le bon film, tu sens un peu que le personnage et l'acteur, il dort dans sa caisse. C'est ce que t'as dans Dark Angel. Tu sais, quand t'as eu une nuit de biture ou tu t'es fait larguer 1 ou 2 fois dans ta vie, tu sais, c'est un peu un film qui te parle, puis en fait. plus, le film, tu sais que ça fait 8 jours qu'il est dans sa caisse, donc il est vraiment dans sa caisse. Ouais. Tu sais, il y a un côté Californication, tu sais. Donc, et après, à côté de ça, le mec a un appart. Bon, on en parlera. Donc ça on adore. Donc, derrière ce fabuleux scénario, donc en début de carrière, hein, eh ben, on a David Koepp. Voilà. Et David Koepp, c'est un peu Jurassic Park 1 et 2. C'est un peu l'impasse. C'est un peu Mission Impossible. Snake Eyes, La Guerre des Mondes. Pas les meilleurs Indiana Jones, hein, le 4 et 5. Jurassic World, le dernier. Et le prochain Spielberg, Disclosure D, et réalisateur d'Hypnose et Fenêtres secrètes, entre autres. Et c'est pas un manchot quand même, le gars. Alors, comment lui... Alors, on s'est posé la question de Craig Baxter, comment il est arrivé là, mais comment David Koepp il est arrivé là, et pourquoi finalement il a utilisé un pseudo? Est-ce que quelqu'un a une info là-dessus, a retrouvé une petite news là-dessus? J'en avais parlé à l'époque parce que j'avais posé exactement la même question à, du coup, Judith, qui vous aviez fait... Punisher. La répète sur The Punisher, la vérif, pardon, sur le Punisher. Et en fait, David Koepp, à l'époque, je crois que c'était un scénariste qui n'était pas encore, de mémoire, hein, il n'était pas encore la personne qu'il était donc aujourd'hui, et il écrivait sous pseudonyme. Parce qu'il y a un autre film qu'il a fait la même année que Dark Angel, qui s'appelle Un plan d'enfer, je crois. Oui.
et où il était également scénariste, mais sous le même pseudonyme, Leonard Mass Jr. C'est ça. Et c'est que par la même année, quand il y aura le film Bad Influence, qui va récupérer son nom, son vrai nom, et qui va signer à partir de ce film-là ses scénarios sous son vrai nom. Donc Bad Influence, L'école de héros, La mort vous va si bien, Jurassic Park, L'Impasse, et puis après tout ce qu'on connaît. L'école des héros, que j'aime beaucoup moi, qui a été distribué chez nous sous la forme d'un TV-film, et je crois pas qu'aux États-Unis ça soit vraiment un DTV. Hein. Il me semble que ça avait une sortie sale, ça, mais l'école des héros, très fréquentable comme film avec Sean Austin, moi j'aime beaucoup. Putain, Why Me, Un plan d'enfer, c'est avec Ouais, c'est Christophe vachement bien, Lambert. l'école des Ouais, c'était... Ah, c'est toute une époque, hein. C'était plutôt cool, hein, je crois. Et tu sais, souvent, tu as ce côté, genre, je renie un peu ce que j'ai fait quand les versions supérieures ne ressemblent pas du tout aux versions antérieures. Mais aux États-Unis, tu as un truc qui s'appelle la WGA, qui est la Writer Guild Award, je crois, et en fait, qui recense les scénaristes. Donc, par obligation et par contrat, ils sont Mm. obligés de les créditer. Donc, à mon avis, peut-être que c'est ce qui s'est passé Mm. pour celui-ci, je sais pas. Ah, mais c'est possible. Et d'ailleurs, comme on balance des noms, cette année, regarde, un qui a aussi changé de nom, Chuck Russell, devenant Charles Russell, quand il a des films un peu plus estimables. Donc, c'est presque schizophrénique, ce truc-là. Les films d'horreur, c'est Chuck, Ça. et The Mask, c'est Charles. Et l'effaceur aussi. Les Charles Russell, ouais, c'est ça. Voilà. Et est-ce qu'il est temps de citer notre Paul W.S. Anderson aussi, qui s'invente un WS lui aussi, entre-temps. Voilà, donc voilà, c'est un mystère, peut-être qu'on dédiera un épisode, on les invitera. Je pense que, tu vois, en fait on rigole, mais moi je suis sûr qu'on est capable d'avoir Paul Anderson en duplex. Je suis sûr qu'il accepterait. Je dis, écoute, hey Paul, I want to do all the Resident Evil franchise. Il y en a combien? You want to do this? J'espère qu'il n'y en a Voilà. pas 12. Exact. Et on prend Mila Jovovich et on fait un peu un remake à la Thierry Ardisson. Et on lui pose des questions un peu compliquées. Et du coup, voilà, ça finit en autre boudin, cette histoire. Voilà. Donc, voilà, on a placé un petit peu un des scénaristes émérite. Hein, donc l'autre, bon, il n'a pas fait non plus énormément de choses. Donc moi, je retiens notre ami David Kopp sous pseudonyme. Et avant de rentrer dans la sempiternelle question où on peut embarquer Kevin, hein, Cédric Kevin, Dark Angel, ça raconte quoi? Avant toute chose, on va parler du casting. Donc, un Dolph Brun. Donc, Dolph Brun, gardez bien en tête, c'est l'équivalent de Steven Seagal aux cheveux longs. Plus Dolph est brun, plus c'est bon. Et plus les cheveux sont longs de Steven Seagal, et plus le film est fou. Donc, viendra un jour où je parlerai de son Citizen Kane à lui, qui est terminé. L'invention d'un genre, le film d'action écologique où on pollue plus en tuant les écolos, ceux qui veulent polluer. Voilà, donc un film, ça arrivera. On Deadly Ground arrivera un jour. Donc, Dolph Lundgren dans le rôle de Jack Kane. Fallait la faire celle-là aussi. Hein. Donc ça marche dans les deux sens. Hein. Il aurait pu s'appeler Kane Jack, mais Jack Kane, c'est pas mal. Pas attendu. Parce que c'est aussi un buddy movie, il y a les codes du buddy movie. Donc Jack Kane dans le rôle d'un inspecteur de police sur la brèche. Voilà. Pour l'assister, on lui file une nounou incarnée par Brian Benben. Et Brian Benben, c'est... d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'est pas attendu. Alors déjà, il y a quand même une différence de taille à l'image, hein, parce que je pense que je suis pas très grand, mais je pense être plus grand que Brian Benben. Et alors là, avec Dolph Lundgren plus Matthias Hues derrière, on a quand même un peu les Dalton. Hein. Si on les a les trois dans le plan, on va pas se mentir. Il a le haut de la tête qui lui arrive à l'épaule. C'est à peu près ça, mais comme le disait Dolph, du coup, dans les bonus de cette somptueuse édition signée Kevin, voilà, par MDC Films, je l'ai bien dit, hein, j'ai pas dit MDSC. J'ai dit MDC. Donc jusque-là, tu as très bien dit, là. J'ai très bien dit. Très bien. Oui, c'est parce que je suis un peu fatigué. On enregistre un lundi, c'est la folie. Donc, c'est un agent du FBI qui s'appelle Larry Smith. Et Brian Benben, on le connaissait dans la série Dream On sur HBO. 6 saisons. Série comico-sentimentale. Voilà. Un peu comme la série Clair de Lune, voilà, qu'avait Bruce Willis. Un peu plus caustique. C'est Californication en plus soft. À peu près, voilà, sur du dating. Donc quelqu'un qui a fait son beurre et qui n'était pas du tout attendu dans Dark Angel et qui est plutôt pas mal. Il amène bien un contrepoids. Adolphe qui s'éclate plutôt aussi, qui est un peu plus détendu que dans le Punisher. En même temps, dans le Punisher, il était au bout de sa vie, hein, il n'avait plus de famille, hein, il vivait dans les égouts, et il n'y a pas de douche. Voilà, là, il a un billard.
Il a du vin rouge, donc il est plus heureux. Juste sur Ben Ben, en fait, il est un petit peu là comme, tu vois, Schwarzy dans Commando, il y a l'actrice Rae Dawn Chang qui joue Cindy, qui est là pour faire de l'acting et pour aider Schwarzenegger à faire le film. J'ai l'impression que Ben Ben Ah, t'es bah méchant quand si, même. attends, quand même. J'ai l'impression que Ben Ben, il est là aussi, pour aider, Dolph à rentrer dans un acting un petit peu différent de ce qu'il a peut-être fait jusqu'à maintenant, tu vois? Et ça l'aide, en fait. C'est lui qui tire un petit peu la mécanique, comique dans le film. Il est plutôt drôle et sympathique à suivre. Moi, j'aime quoi. Il est très favorable et il est là aussi pour soutenir l'acteur principal. Oui, il y a un côté 48 heures. Voilà. C'est vrai que dans la dynamique, il y a un côté 48 heures, on va pas se mentir. Je suis d'accord avec toi. Après, ouais, Bah, remarque, bien t'as sûr. raison, hein, si on compare avec le personnage de Rae Dawn Chang, ouais, il y a Bah quasiment oui, le même truc, ouais, je je suis pense que d'accord avec toi. c'est la logique de tu mets un acteur en face d'une star que tu veux faire monter, qui est pas, forcément la plus à l'aise et ça va tirer la comédie du film, tu vois, c'est celui qui est là, qui explique, qui tient même un petit peu certaines ambiguïtés, de l'histoire. Où Lundgren, il est Hmm. plutôt finalement, son personnage est assez, lissé, tu vois? Et t'es en train de me dire, en fait, que tous les films qu'on traitera, il y a toujours un peu de commando à Toujours. l'intérieur. On est Là, on d'accord, n'a hein? pas fini sur celui-là, hein. Commando. Kevin Commando. Tiens, on va te poser la question. Est-ce que c'est pas génial, Commando? Hem, c'est génial et c'est surtout génial en VF. Parce que ça me permet aussi de te poser la question, Kevin, parce que toi qui es éditeur, de savoir aussi un autre côté, tu peux nous en parler, qu'est-ce que ça implique aussi pour toi en termes d'investissement. Alors, t'es pas obligé de donner des chiffres, hein, mais de savoir un petit peu, parce que je pense que c'est une question un peu qui est un peu sur toutes les lèvres hein, pour les gens qui nous écoutent. Il y a le côté on aime le film, et l'aventure derrière de ben bonjour, je vais passer 2-3 coups de téléphone, combien ça coûte de récupérer, qu'est-ce que ça implique, Kevin, pour un film comme Dark Angel? Du temps, de l'énergie, de la fatigue. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand comment dire? Tu choisis un film comme ça et que c'est surtout ton premier titre, bah, en tant qu'éditeur, tu veux donner le maximum et tu veux faire le maximum. Le problème, c'est qu'un film comme Dark Angel, il y a pas de making of existant. Il y a pas, en fait, d'archives existantes sur le film, qui permettent de les ajouter en guise de bonus. Donc, déjà, en termes de bonus, c'était un travail éditorial, monstrueux. Je voulais juste remercier, Stéphane Bouillet du Chat qui fume, parce que c'est quand même, grâce à lui qu'on a pu faire, une édition aussi complète. Heu, on est parti à Londres avec lui pour interviewer Adolphe et c'est grâce à son matériel qu'on a pu tourner tout ce bonus-là. Les montages, les jaquettes, on a eu, recours à Frédéric Domon qui est son graphiste et ça nous a vraiment voilà, ça nous a vraiment servi donc je souhaite vraiment le remercier parce que c'est une sorte de parrain, pour moi dans le monde de l'édition et c'est surtout grâce à lui, qu'on a pu persévérer. Enfin on voit le résultat quand même, c'est l'édition est blindée de bonus et des vrais entretiens. Je remercie d'ailleurs Judith, Damoiseau parce que c'est grâce à elle qu'on a pu faire autant. Oui, c'est parce que, voilà, sans déflorer, parce qu'on parlera de la partie bonus, voilà, pour résumer assez vite, ouais, c'est paradin. Voilà. En tout cas, pour les auditeurs, auditrices qui n'auraient pas récupéré ce qui serait un crime de lèse-majesté, hein, parce que, bon, voilà, si vous avez Commando dans une édition hein, qui est pas top, il faut avoir Dark Angel dans cette édition, donc c'est paradin. Mais moi, ce qui me taraude, c'est que quand toi tu t'adresses en fait aux ayants droit, sans entrer dans les tarifs, on est d'accord qu'en fait sur le nombre de copies, t'as des paliers en fait. C'est-à-dire que plus tu vas avoir un nombre de copies assez conséquent, et plus ça va coûter une blinde. C'est ça à peu près l'idée? Oui et non, c'est-à-dire que je sais pas comment t'expliquer ça. Eux, en fait, ils te vendent un film. Le film, il y a des droits. Donc après, ça se joue en effet, à la négociation. Tu dis ton prix, ils te donnent le leur et cetera, tu négocies. Ou tu dis: «OK, hein, si le tarif te va très bien, tu pas besoin de mettre plus, ça te va quoi», tu vois? Tu vas comme ça. Mais sur des films comme ça, bah, la chance que j'ai eue, c'est que moi, il y a pas eu énormément de demandes avant. Donc en fait, moi, je l'ai eu et ma demande, elle est directement passée. Donc j'ai eu un peu de chance sur ça.
Ce qui n'est pas le cas d'autres éditeurs sur d'autres films, par exemple. Donc, nous avons Mathias Huss. Alors, c'est un choix aussi qui est pas anodin. Alors, est-ce que tu peux nous aider un petit peu alors, sur l'avant d'Archangel, parce que c'est un athlète, il me semble. Il est immense. Il est stock comme pas possible. Et c'est un gars, en effet, qui n'avait pas de carrière et qui cherchait une carrière et qui s'est fait un jour repérer et qu'on lui a dit que comme il venait un peu d'Europe, tu vois, c'est un Allemand, on lui a dit, ah bah toi, tu vas être le nouveau Van Damme. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, qu'il a réussi à s'intégrer sur le casting de Dark Angel. Puis après, bah, l'histoire parle d'elle-même, quoi. Oui, parce que il a ce truc. Alors, on va pas se mentir. C'est un peu, voilà, c'est pas un jeu d'acteur où il y aura un Oscar, tu le sais. Mais il a ce charisme, il a cette stature qui est assez imposante. Et honnêtement, quand on peut le voir, si on réfléchit bien, même, alors je sais qu'il y en a qui vont hurler, hein, mais si on regarde les tout débuts de Schwarzenegger, hein, qui était culturiste, bon. Il fallait avoir un peu d'imagination quand même, pour se dire que le mec allait pouvoir derrière enchaîner Conan, Terminator, etc. et faire la suite. Donc, moi je me mets à la place d'un gars comme Mathias Huss, je me dis ouais, potentiellement j'ai toutes mes chances, quelque part. Hein. Donc effectivement, dans cette époque où si t'avais une carrure un peu imposante, il faut remettre ça, parce que Cédric nous a dit qu'il fallait s'adresser quand même à un public plus large. Donc, à cette époque-là, il n'y avait pas le Marvel Cinematic Universe. Donc nous, nos héros, soit ils étaient grands et larges, soit, pour ma part en tout cas, c'était des ninjas, mais américains. Ce qui pouvait donner un truc fou. C'est-à-dire une saga qui s'appellera American Ninja, par exemple. Voilà. Ça, c'était incroyable. Ah non. Donc, dans ce cinéma-là, à l'époque, c'est ça. En fait, l'art martial que tu peux gérer face caméra ou amener une physicalité qu'on avait, qui est hors du commun, voilà, le physique hors du commun faisait toute la différence. Parce que il joue un extraterrestre, mais si on regarde bien, avant de rentrer dans le pitch, pour incarner un extraterrestre, c'est 2 lentilles, un petit setup vite fait, et basta. Voilà. Et après une démarche spécifique, et ça faisait le taf en fait. Il n'y avait pas besoin de plus. Voilà. Donc, globalement, on en est là. On va quand même citer, parce qu'il y a d'autres personnages, au moins le personnage féminin, qui est pas quand même juste un faire-valoir du héros, parce que moi ça m'a plu, parce que voilà, il y a ces à côté, dans les bons films comme ça que j'aime bien, c'est-à-dire que le moindre second rôle est incarné, il y a toujours un petit truc. Donc tout à l'heure, on parlait du voilà, Cédric relevait que le mec avait dormi pendant 8 jours dans sa caisse. C'est aussi quelqu'un qui quitte à franchir toutes les lignes, il est assez cohérent. Donc, c'est-à-dire, il n'hésite pas, du coup, à sortir avec la coroner en chef, un coroner étant l'équivalent du médecin légiste, et qui disparaît pendant 8 jours. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que, on va y arriver quand même, ce plan qu'on sent dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il lui pose des lapins et qu'il essaye de se rattraper, mais qu'on sait très bien qu'il va pas tenir sa promesse, et je me demande si du côté de Bruce Willis, on n'aurait pas jeté un œil au niveau du Die Hard 3. Parce que c'est un petit peu le principe aussi dans Die Hard 3. De pas rappeler son épouse ou d'être fâché, on sait même plus pourquoi en fait. Je tenais à le relever quand même. Donc voilà. Ouais. Parce que bon, je vous avoue que l'héritage sera mince. Voilà. Donc mais voilà, on essaye de trouver un petit peu des portes d'entrée. C'est quand même c'est un petit casting un peu improbable au service de Dolph, mais le reste, c'est comme l'autre, le deuxième alien, là, le flic extraterrestre, c'est un basketteur, c'est un type qui fera pas de carrière. Et je voulais revenir sur Mathias Hues parce que ouais, ça tronche. Hein. Je trouve que c'est, en fait, c'est l'empreinte du film, c'est plutôt lui qui l'apporte. Hein. Le rôle de style, le look qu'il a. Il a ce petit sourire en coin qui marche bien. Moi, j'aime bien son personnage. Hein, et je m'étonne finalement. Ouais, tu sens qu'il est volontaire, qu'il fait ce qu'il faut, quand il court, quand il saute, quand il cabotine et c'est un peu dommage qu'on l'ait pas plus vu et en même temps, il m'a l'air très familier ce mec-là, quand je le vois. J'ai l'impression de l'avoir vu ailleurs, mais je ne sais pas où. Eh bien, je vais pouvoir t'aider si tu veux. Est-ce que t'es prêt ? Est-ce que tout le monde est prêt ? Donc, déjà... Mais de toute façon, ce soir, il y a tout. Hein. Il y a les snipers, il y a American Nightmare. Qu'est-ce qui nous manque ? Bah, les kickboxers. Bah oui.
Mais alors, Ouais. pas la saga que tout le monde connaît avec Van Damme, hein, parce que Van Damme, il en a fait d'autres après, mais au milieu, il y a un peu le mec de Cody de Notre Belle Famille, Sacha Mitchell, voilà, qui avait repris la suite. Donc, il est dans Kickboxer 2 d'Albert Pune. Coucou Arthur, hein, voilà. Arthur qui est quand même peut-être le seul en France, je dirais pas au monde, à avoir fait un documentaire sur Albert Pune. Hein. À noter quand même, hein. Voilà. Donc on te salue bien. Voilà, nous ici, j'ai envie de dire en France, hein, alors, parce qu'on l'a pas encore intégré au crew de 7ème dimension, parce qu'Arthur il coûte un peu cher. Hein. Donc je sais pas combien il prendrait. Donc il va sûrement nous le dire en commentaire à ce moment-là. Très cher. Donc du coup, il fait le taf. Ensuite, moi, tu veux que je te dise un truc, Cédric? On va voir peut-être, parce qu'il te semble familier. Kevin, je pense que ça va te faire rire. Moi aussi, il était très familier. Parce que dans une époque, on va convoquer cette ère que nous avons connue, des VHS à bas prix, puis est arrivé les DVD à la une à bas prix, les retitrages. Et dans ces moments où on a tous fait circuler nos doigts dans les rayonnages, à la recherche de la pépite, de se dire, ouais, est-ce qu'on va pas tomber sur une perle qui serait à 1€? Et bien, entre mes doigts est souvent apparue la jaquette horrible de Digital Man, avec Mathias Huss. Donc du coup, je peux vous dire que je revois encore la jaquette, je l'ai pas, je l'ai jamais vu le film, hein, mais dans son verre, donc l'homme digital, Mathias Huss, quasiment trait pour trait le personnage qu'il fait dans Dark Angel. Et moi, je l'ai noté, parce que c'est toujours bien, parce qu'on n'est pas à un bac à sol de près. Il a aussi été faire un tour du côté de chez De Coteau et les Puppet Master pour... Parce qu'on cite les grandes sagas, je ne sais pas quel est le numéro, il y en a trop. En tout cas, il n'y a même pas de numéro sur celui-là. Il s'appelle The Littlest Reich. Oh, ça mérite, voilà, donc le petit Reich. Ça a l'air génial. Voilà. Moi, je vous ai fait les recos un peu de ces faits notables de carrière. Est-ce que ça va? Vous avez survécu, messieurs? Écoute, c'est que des invitations à voir des films Jusque-là, improbables, ouais. hein, tout ça. Hein. Moi, je te conseille Puppet Master versus Demonic Toys. C'est les deux franchises de chez Charles Band qui s'affrontent en modèle réduit et en animatronique. Et pas en prostatique. Hein. Ce sont que des effets un peu prosthétiques et avec de l'animatronique à l'intérieur. Voilà, fallait que je la fasse. Bon, messieurs, qui s'y colle? Parce que, bon, je peux le faire, hein. Mais j'ai envie de vous dire, Kevin, Cédric, qui veut prendre le lead, les auditeurs brûlent d'impatience, ça fait 1 heure qu'ils écoutent nos conneries, et ils veulent savoir la réponse à la question, et quelle est la question? C'est, et Dark Angel, ça raconte quoi? Bah, Kevin, je te laisse l'honneur de nous raconter le sujet. Ok, on va se lancer. Dark Angel, c'est l'histoire d'un extraterrestre, euh, mais sous forme humaine quand même, qui arrive dans un coin paumé du Texas pour récupérer des endorphines. Je sais pas. Oui, On c'est sait ça. pas pourquoi, on sait ni comment ni pourquoi. C'est-à-dire qu'on connaît même pas sa motivation, au gars. À un moment donné, t'as un autre gars, genre Kyle Reese, un peu, parce que l'histoire, c'est quand même un peu un rip-off de Terminator aussi. Ouais. Faut pas. On est d'accord. Voilà, donc t'as une sorte de Kyle Reese qui vient. T'as le good guy, le good alien et le bad alien qui vient le récupérer pour lui dire. Enfin, en gros, pour essayer de le buter, pour pas qu'il... On comprend rien, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune explication de ça. Dans ce bordel-là, t'as Duff Underland qui joue le rôle de Jack Kane, qui surveille un gars, son associé comment dire, est J'adore. infiltré. Non mais c'est ça, non mais faut dire le début de l'histoire. Le début de l'histoire, c'est totalement ça. T'as qui est infiltré dans un gang, il se fait buter par le mec qui est un dealer de drogue, et du coup, l'extraterrestre arrive dans ce truc-là, et là, le gars, il pète des câbles, et ensuite, l'enquête, elle se fait sur lui. Enfin, en gros, c'est un gros bordel, mais que j'adore. C'est réellement comme ça que j'aime raconter le film. Parce qu'on m'a déjà posé cette question, mais raconte quoi le film? C'est quoi l'histoire du Bah oui, film? mais tu Bah, c'est m'étonnes. exactement ça. Non, déjà, Bah, c'est exactement ça. je vois bien les amateurs, puis en plus, tout est proche, hein, tu sais. Un peu éloigné. Ah ouais, t'as édité ce film, mais ça raconte quoi, en fait? Ah bah ça raconte un truc génial, alors attends, assieds-toi, je vais t'expliquer, en fait, voilà. Mais, peut-être qu'on a oublié la petite histoire à l'intérieur. Alors, moi, j'aime bien faire l'histoire non avouée, en fait. Donc, Rambo, c'était un peu l'histoire, voilà, d'un mec qui voulait boire un café. Voilà, on connaît la suite, hein.
Voilà, donc 5 films, voilà. Donc voilà, manger un bout, une coupe de cheveux, tout ça. Et ben Dark Angel, vous savez, c'est l'histoire en fait d'un flic qui essaie, tant bien que mal, d'ajuster un peu sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et il y a rien qui va en fait. Voilà. Donc du coup, il n'arrive pas à poser un date à sa promise, donc du coup, elle prend pour un bolos. De l'autre côté, il essaye de mener une enquête sur les white boys, hein. Bon, ça, c'est clairement voilà, sur un gang de yuppies qui roule avec des belles bagnoles. Et quand il essaye de mettre en place ses méthodes, et ben le commissaire il veut pas. Donc il est un peu en bout de route. Et au moment où le FBI lui dit bah finalement Jack Kane, bah, tu pars pas en vacances, t'y vas, qu'est-ce qui lui tombe sur la gueule? Un dealer venu de l'espace. Voilà, ça fait un peu beaucoup quand même. Voilà, ça fait un peu beaucoup. C'est un peu l'histoire d'un gars qui est au bout du rouleau quand même. Voilà, tu vois, il a pas le temps de nettoyer sa caisse. Ça, faut se le dire, il a une belle caisse, il a pas le temps de la nettoyer. Et moi, j'ai eu beaucoup d'empathie, regardez. Voyagez un peu avec moi. C'est-à-dire que il a évité des explosions dans tous les sens. Il s'est fait gifler par sa copine. Il se trimballe un gars qui est le gars qu'il a pas choisi. Hein. Et attention aussi, parce qu'on a oublié, il a laissé crever son coéquipier parce qu'il allait aider un épicier. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc la journée est compliquée. Et quand il rentre, le mec, tu vois chez lui, tu sais, la première chose qu'il fait, tu sais, c'est qu'il ouvre un peu une bouteille de vin rouge et il laisse le vin, tu sais, s'aérer. Parce que tu sais, le mec, il en est à ça. C'est-à-dire qu'il est à 2 doigts de la rupture, en fait. Voilà. C'est un peu ça, Dark Angel. Dark Angel, j'ai envie de vous dire, c'est un peu l'histoire de l'homme moderne en 2026. À 2 doigts de la rupture. Ouais, c'est un peu ça. C'est vraiment le sous-texte. C'est le sous-texte du film. Mais je suis désolé, hein. Je préfère ma version à moi. Mais je pense que tout le monde préférera ta version à toi. Mais tu vois, comme à 7ème dimension, on amène un peu le débat. Moi, je pense à tout le monde. Ouais. Tu sais, je pense surtout à notre directrice de marque. Je pense à notre audience féminine qui, à chaque fois, s'arrête 5 minutes sur l'épisode et s'en va. Et j'ai envie de vous dire, mesdames les auditrices, je m'adresse à vous, Dark Angel, c'est pas que des explosions. Dark Angel, c'est un peu le cœur des hommes avant la date. Voilà, gardez ça en tête. Il y a un peu plein de choses. Blague à part, c'est quand même un film que tous les mecs à peu près de mon âge, et encore plus du tien, je dis pas que t'es yeuve, hein, mais, mais, mais je veux dire, plus voilà, années 80-90, c'est bizarre, mais c'est un film auquel il voue un culte, je sais pas ni pourquoi, ni comment par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que quand tu parles de Dolph, généralement, les 3 films qui ressortent le plus, bah, c'est Rocky IV, et c'est Dark Angel en deuxième. Et le troisième, on me dit que c'est souvent le film qu'il a fait avec, j'ai plus le nom en tête, avec Brandon Lee. Attends, c'est dans les griffes du dragon rouge, non, ça, il me semble. Dans les Griffes du Dragon Rouge, Ouais. c'est ça. Ben parce que, alors je pense qu'il y a une vraie version et il y a la fausse version. On va commencer par la fausse version. Parce que, en fait, notamment dans Dark Angel, on y a appris plein de choses, les gens de ma génération. On y a appris à négocier une promotion. On a appris aussi à faire durer son couple. Donc il y a pas mal de techniques en fait, qui sont mises en place, qui sont très efficaces. Donc on a appris un peu à gérer la vie. Donc ça, c'est les conneries. Maintenant, la vraie réalité, je pense, c'est qu'il y avait aussi les rediffusions qui jouaient. Donc des chaînes comme la 5, M6, parce que là on parle pas des abonnements sur Canal, c'était des films qui étaient positionnés. Alors est-ce qu'il y avait des accords ou quoi par rapport aux distributeurs? Sûrement, mais c'est les films qu'on s'est bouffé le plus en fait. Pour ces raisons-là. Ouais, j'ai l'impression que vous Ouais. passez à côté de l'essentiel un petit peu. Ouais, Le film parce que c'est quand même un film. Non, mais Par c'est un exemple. film qui est très particulier, c'est-à-dire que les dialogues sont quand même pétés en 8 et tu vois, tu as un méchant qui dit: «Je viens en paix» et en fait, au début, moi, j'avais envie d'y croire que ce mec qui venait en paix, c'était un peu bizarre, tu vois? Ce type. Mais Tu as non, mais vraiment c'est cru? pas que j'y ai cru, mais J'adore. j'attendais un petit peu que les choses se découvrent et quand j'entendais les dialogues des flics, des truands, tout ça, en fait, aucun dialogue ne tient vraiment debout, et ça te fait avancer par curiosité dans cette intrigue qui t'amène, tout doucement vers un body movie, tu vois? C'est un film qui va quand même choper, les effets spéciaux, du tiroir de Predator, qui va aller choper les bagarres de Commando,
qui va aller te choper un petit peu du look de Blade Runner, qui va aller te chercher l'ambiance de Terminator, qui va jouer voilà, au body movie façon Homme Fatal Idol, avec le flic cool, le flic rigide. C'est presque même un préquel de Men in Black, tu vois. C'est-à-dire, sans Dark Angel, est-ce qu'il y a Men in Black derrière? Moi, je me suis posé la question. Putain, Et l'héritage, tu viens de le trouver, je l'avais pas pensé, merci. et il y a un truc improbable, Voilà. c'est la question du CD-ROM. Tu vois, tu commences le film avec un mec qui vient d'acheter une bagnole à 70 000 $ et qui se l'a fait exploser. Il était juste en train de galérer. Tu te rappelles de ce que c'est que de mettre un CD-ROM dans une voiture qui roule? C'était la misère quand même. Et après, ça va être l'arme principale. En fait, c'est comme si, au moment où ils ont fait le film, le CD-ROM représentait le futur, l'avenir, tu vois, l'univers, tu vois, Bah la oui. science-fiction. C'est fou. Et pourquoi Et pas, en, Cédric? et en Pourquoi fait, pas? c'est dingue de voir 40 ans après. euh, Ben justement, tu vois, ce côté un petit peu kitsch, cet objet du CD-ROM et la place qu'il prend dans ce film-là. Comme les effets spéciaux, tu vois, on est quand même, il faut quelques scènes pour comprendre ce que l'extraterrestre, il fait quand il fait son injection, tu vois, il est là avec ses câbles sur des victimes. Moi, je crois que ça m'a tenu 1 heure du film. C'est-à-dire, je ne comprenais pas ce qu'il faisait, ce type-là. Mais ça me plaisait de le voir parce que c'était plutôt bien fait et Mathias Hues, il cabotinait suffisamment pour me plaire et séduire, tu vois? Donc, heu, voilà, il y a plein de dialogues qui sont pas à leur place et c'est pas forcément, juste dans les insultes ou les trucs un peu régressifs, qu'on pourrait lui reprocher à tort d'ailleurs. C'est, plein de postures bizarres, en fait. Moi, je me demande qui a écrit les dialogues de ce film-là. Quoi, c'est un tour de force. Pour ma part, moi j'aimerais noter quand même, alors tu parlais des problèmes de mettre un CD dans un lecteur CD de bagnole, moi j'ai les mêmes problèmes avec le Bluetooth dans ma bagnole, hein. Donc je suis à 2 doigts d'avoir un accident à chaque fois, il n'y a jamais rien qui se connecte. Le Bluetooth d'aujourd'hui, c'est l'enfer du CD-ROM de l'époque. Mais à noter quand même, parce qu'on dit ça, on se fout de la gueule du truc, hein, voilà, mais Strange Days, et alors attends, on va aller loin. Strange Days, Mission Impossible 2, c'est que de la tech avec des tout petits mini CD-ROM. Hein. C'est resté un moment, cette histoire, quand même. Hein. Ouais, bon, ils volent pas, on se prend pas dans la tronche. Hein. Bon, mais tu vois ce que je veux dire? Et puis le final, il est quand même incroyable. C'est un mix entre Bah, nous, mais spoil non, pas mais encore. je veux Le pas le spoiler, final. mais c'est un mix entre le final de Predator et le final de Commando. Et oui, et d'ailleurs, on en vient. Est-ce que John Matrix, il envoyait pas déjà des CD dans la cabane dans le jardin? Ah, on y revient, Et hein. tu sais, en fait, il a un peu le charme de Commando. Alors, on revient à Commando. Il a un petit peu ce même charme-là. C'est-à-dire que Commando, qu'est-ce que c'est? C'est un film qui a tout d'un mauvais film, mais il passe la barre du miracle et il t'amuse tout du long et bah, c'est un film fun, qui pourrait être très con, mais qui passe bien. Et Dark Angel, en fait, il est pas très loin de ça. C'est-à-dire, c'est aussi un autre film Mm. qui passe la barre du miracle, où tout ce qui ne fonctionne pas, se met un peu en cohérence et t'amène à quelque chose. Des fois, il y a deux trois longueurs, tu vois, un petit peu au milieu, mais c'est pas grave ça. N'empêche, le film te tient en sympathie. Et la difficulté qu'on a à le raconter, quand j'ai regardé un peu sur internet, ce que je pouvais trouver comme ressources sur le film, j'étais souvent en désaccord avec les résumés que je trouvais parce que je trouvais que, c'était extrêmement difficile à raconter et notamment le personnage de Dolph Lundgren, souvent, il est raconté comme un flic vénère, un peu violent, un peu rustre. Moi, je ne l'ai pas trouvé violent et rustre dans le film. Je l'ai trouvé assez détaché et assez impliqué pour que ça avance, mais je lui mettrais pas la cape du mauvais flic, tu vois? Non, je suis d'accord avec toi. Après, il faut voir aussi qui le chronique. Mais à ce stade-là, Kevin, on t'a pas trop entendu là-dessus. Je pense qu'on est plus sur un côté force. Voilà, force du film et de la proposition. Ouais, je pense que non, moi je pense que c'est un bon flic, c'est un mec qui a justement pas son objectif. Et d'ailleurs, le film c'est ça, le mec il est prêt il veut pas prendre de vacances, il veut pas enfin, donc c'est vraiment un gars qui est focalisé sur tout ça et sur son boulot en tout cas et mais c'est vrai qu'il peut paraître un peu négligé, un peu, ouais je m'en fous, il a rien comme tu disais toi aussi, au début, heu
au début du film, c'est là au moment où il perd tout, il passe littéralement 8 jours dans sa caisse. Donc on voit quand même que c'est un gars qui n'a pas, enfin qui est juste à fond dans son travail. D'ailleurs, on profite il délaisse sa vie privée, quoi. Donc je pense que ouais, c'est pas un mauvais flic, loin de là, mais c'est un gars on va dire qu'il a pas le sens des priorités. Oui, c'est ça. Mais il y a cette bonne ambiance en fait. Il y a cette bonne ambiance à la cool. Et si on regarde bien, c'est un petit peu cette vibe aussi qu'on retrouve dans le Cobra de Cosmatos. Ouais. C'est le même délire en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, je pense, une volonté à cette époque. Soyons sérieux un peu 2 secondes, hein, parce que comme je le dis souvent avec Cédric, je pense qu'on nous prend un peu pour des rigolos ici. Donc on va amener un petit peu de sérieux à ce moment-là. Il y a un côté à l'époque où je pense qu'il y a une forme de digestion du côté un petit peu rude qu'a amené Clint Eastwood avec Dirty Harry sur le côté du justicier. Donc il y a un moment donné où on amène en fait une forme de distanciation avec un second degré, mais on garde le même genre de figures un peu border, voilà, qui sont à la limite de la légalité. Au niveau, parce que tu vois Kevin, tout à l'heure tu parlais de rip-off, voilà, donc notamment de Terminator, hein, je crois que c'est celui-là que tu as cité, si je dis pas de bêtises. C'est Terminator, les premiers, ouais. Voilà, et ben moi j'ai cité d'autres sources. Parce qu'il y a pas que Terminator, hein, ça carbure au rip-off dans tous les sens. Alors il y en a, c'est évident, il y en a d'autres, je suis allé un peu les chercher, mais c'est pas loin. Le coup de l'entité alien, alors pas qui prend les corps, hein, mais qui arrive sur Terre avec un qui pourchasse l'autre, etc. Il donne. Non, mais t'as raison. Mais c'est vrai, non, mais il y a un truc, c'est vrai que Terminator, c'est dans cette ambiance nocturne, et Eden, t'es un petit peu dans ce duo extraterrestre, flic de l'espace, tout ça, hein, Allez, on se prépare pour la suite. Critters. Ah, vous l'aviez vu venir celui-là ou pas? Parce qu'il y a Ouais, la sur même histoire de une entité extraterrestre poursuivie par une autre entité extraterrestre. ouais, et les looks sont un peu cousins quand même aussi, tu vois, les looks des extraterrestres avec Voilà. Critters. Le côté aussi, alors là, je sais pas si ça s'est regardé entre eux, mais quand on est un peu dans le commissariat, avec cette entité extraterrestre, surtout dans la ville, il y a un petit peu un fumé d'un certain film de Stephen Hopkins qui serait Predator 2 aussi. Voilà. Donc, que j'ai pu sentir. Et parce qu'il y avait une vague aussi. Voilà, c'est là où je pose mes notes. C'est toujours bien de le citer parce que c'est un peu un oublié, même s'il est ressorti en Blu-ray. Alors, je sais pas chez qui. Peut-être que Kevin m'aidera. The Borrower, le voleur de corps de John McNaughton. Ouais, il est sorti aussi. chez Vidéo Il y a ce côté-là Popcorn l'année aussi. dernière, je crois. Merci, je savais que tu avais l'info. Je sais pas pourquoi on était connectés tous les deux. Je savais que tu aurais plus l'info que moi. Mais ouais, il y a ce côté aussi un peu. On pourrait appeler cette catégorie Alien en goguette. Voilà. Je viens de faire un petit tour sur Terre, histoire de, on va dire, d'enrichir un peu leur quotidien et venir foutre le bordel chez nous. Bon, moi je vais introduire cette partie-là pour moi sur ce qui marche sur les forces de ce film-là, hormis tout ce qu'on a dit. Et je vous laisserai la main aussi derrière. De revoir en fait Dark Angel aujourd'hui, c'est de se rendre compte, on va y arriver, du sens, du rythme de Craig Baxley et notamment de ses choix au cadrage. Moi, de ce que je peux voir, alors déjà, il recycle toute son expérience en fait en tant que réalisateur seconde équipe, rigueur cascade, donc c'est au millimètre. Voilà. Même en Blu-ray, parce qu'on le sait tous et toutes, c'est-à-dire qu'avec les joies du Blu-ray, ou même du Blu-ray 4K, on arrive à déceler quand est-ce qu'il y a la doublure qui fait les cascades, etc. Ça reste quand même, c'est bien pensé, parce qu'il faut vraiment aller regarder dans le détail pour voir un petit peu le truchement. Donc c'est plutôt bien géré. Et j'ai été assez impressionné sur sa gestion, en fait, des plongées contre plongées. Donc, qui servent bien en tout cas Mathiasius en tant qu'entité extraterrestre. Donc ça marche plutôt bien. Il y a un jeu sur les focales aussi, qui est pas anodin. Donc c'est pour ça que le prendre par-dessus la jambe, ça serait pas lui rendre justice. C'est super bien emballé. Donc là, honnêtement, on pourrait comparer. C'est du travail de solide artisan. Et si on aurait mis un autre nom un peu plus éminent, on pourrait créer le doute, je pense, sur certaines parties. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup aussi, je pense que le rôle va comme un gain à Dolph Lundgren. Et on a un Dolph, je pense, un peu plus installé. Et un peu plus détendu.
Donc, dans ce rapport au buddy movie. Donc pour moi, c'est un... Au-delà du fait du côté doudou, de l'avoir découvert à l'époque et que je me suis éclaté avec ça et que je me le revois régulièrement, euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de films ces dernières années qui sont sortis, qui ont tenté de recycler cette recette-là. Je pense à des trucs ignobles avec Jeff Bridges comme les RIPD, la brigade, je sais pas quoi, là, où les mecs sont morts, reviennent. Il y a beaucoup ces espèces de formules qui essayent de revenir avec le côté buddy movie, avec... bah tiens, on va parler du David Ayer avec Will Smith et avec l'orque, là. Comment il s'appelle celui-là, là, qui était sorti sur Netflix, là. Bright. Qui... Ouais, Bright. C'est typiquement ce genre de film qui essaye de recoller à cette formule qui marchait les années 80, mais ça ne marche pas, en fait. Ouais, moi je te rejoins, hein. C'est un film qui est euh, bien mis en scène, bien monté, bien mis en valeur. Je dirais que, tu vois, ce qui lui rend pas service, c'est son générique téléfilm du début. Ça aurait mérité une entrée en matière, plus forte et ça aurait sûrement participé à l'aura du film. Parce que son générique le sert comme un téléfilm et ça, je crois que ça lui rend pas du tout service. Et après, oui, moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, c'est-à-dire, heu, tout le monde s'amuse bien et c'est bien emballé. Il y a juste l'histoire qui est un petit peu compliquée à intégrer, à comprendre, mais tu t'en amuses, en fait. Tu la subis pas, cette histoire. Finalement, tu finis par t'en amuser. Oui, et ça me fait penser que je l'avais pas relevé, parce que, alors, on pourrait me jeter des cailloux, parce que je pense qu'il y en a qui le savent depuis des années. Moi, j'avais pas percuté. Putain, c'est Jan Hammer qui fait la musique. Miami Vice. Voilà, donc ça aussi, hein. Ouais, Typique mais année... elle fait partie de l'ambiance, hein. Il y a une Ouais, bonne ouais. ambiance, ça rejoint un petit peu les sons à la Terminator dont parlait, Kevin tout à l'heure, hein. Non, non, il y a ce côté-là. Kevin, du coup, parce que nous, on est de... Et c'est ça tout l'intérêt aussi de ta venue dans 7ème dimension, parce que nous, voilà, on est motivés, on parle de notre passion, on enregistre, on achète le film. Toi, t'es allé au-delà. Donc, je pense que t'as encore peut-être des petites cartouches à nous donner sur l'amour que t'as pour le film, qui, au-delà du fait qu'il te fallait un titre impactant, qui t'a poussé voilà, à te dire, ouais, ben celui-là, c'est obligatoire, voilà, faut le sortir, quoi. C'est le fait, enfin, moi, je suis vraiment un gros fan, au-delà de ça, du cinéma américain. Que ce soit, le polar, le cinéma d'action, le fantastique, l'horreur et tout ça. Et en fait, celui-ci correspond, en fait, à tous ces genres-là. C'est-à-dire qu'il convoque vraiment, tous les genres, que ce soit le film d'action, la comédie, le buddy movie, le fantastique, l'horreur, la SF. Il y a tout ça et c'est ça, moi, que j'aime dans Dark Angel, c'est que c'est un film vraiment, vous le disiez tout à l'heure, mais très empreint son époque. C'est-à-dire, il est tellement, c'est pour ça que je disais que c'est un film qui plaît beaucoup aux générations des années 80 et 90. Il est tellement ancré dans son époque qu'aujourd'hui, ça devient une vraie référence et moi, c'est ça qui me plaît. Donc je me suis dit, heu il faut qu'il ait une édition en France à la hauteur de son de enfin de son culte, quoi. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, en tout cas. Eh ben, chapeau bas. Du coup, tu me donnes la main, moi, pour pivoter sur l'édition, voilà, que tu as sortie. Voilà, on va relever la date. Donc, en 2022, que je remonte, hein, voilà. Donc, voilà. Bon, en tout cas, moi, le packaging, j'adore. Donc, pour te faire un petit peu mes recos, et puis après, comme ça, tu pourras nous donner aussi un petit peu le off, toi en tant qu'éditeur, sur la constitution en fait de ces bonus. Donc moi, de ce que j'ai pu noter, bon, en tout cas, pour moi, le master, bon, on en avait discuté en off, on peut toujours trouver mieux. Pour moi, en tout cas, je me suis mis dans mon salon, mon équipement, je me suis régalé. Voilà, donc je pense, voilà, moi j'avais la VHS, j'avais le DVD. Bon, voilà, là on est un cran au-dessus. Donc pour moi, au niveau du master, c'est top. Menu animé, bah, c'est parfait. Efficace. Non, franchement, pour moi, c'est top. Ce que je note, ouais, 3h30 de bonus, c'est paradin. On a droit à Dolph Lundgren, et en plus, tes bonus sont de qualité dans le sens, voilà. Donc là, c'est pas parce que je t'ai en invité que je te brosse dans le sens du poil, hein. Mais l'idée, c'est que un bon bonus de qualité, c'est quoi? Bon, bah, il y a le discours, il y a la personne qu'on a pu avoir aussi, puis il y a le cadre. Donc tu vois, c'est le cadrage est ok, à chaque fois qu'on parle d'un truc, on va avoir des images d'illustration, etc. C'est intéressant.
Et on a tout le monde. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir le Real. Tu as pu, et ça tu nous en parleras, de bonus exclusifs. Donc, on a eu Dolph Lundgren, on a Mathiasius. On a Judith aussi qui mène 2 bonus. Voilà, dont un avec Hélène Myrick, où on va parler en fait avec cette ancienne critique, voilà, de l'époque de Starfix, bah, de comment ça a été reçu par les critiques à l'époque. Exactement. Donc Judith, elle, voilà, qui est proche de Dolph Lundgren, va amener un petit peu cette vision en tant que spécialiste au niveau de sa filmographie. Il y en a pour tout le monde. Honnêtement, il y en a pour tout le monde. Moi, je me suis farci les bonus avec plaisir, hein. Ouais, bah, disons qu'en fait, ça a été, déjà pour tout ça, je remercie beaucoup, Romain Mollet qui est, une personne avec qui je travaille, depuis, plus de 10 ans maintenant. On a beau enfin voilà, moi avant ça, j'ai fait des courts métrages, qu'il a montés. Puis dès que je lui ai dit: «Voilà, je veux me lancer dans l'aventure de l'édition, est-ce que tu veux bosser avec moi?» Il m'a dit, «Oui» direct et puis on a commencé à monter donc des bonus, et tout ça et c'est vrai que sur Dark Angel, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la chance, d'avoir, donc Judith qui nous a ouvert toutes les archives qu'elle possédait. Mais quand je vous dis, enfin, on a quand même on avait donc du coup la bande annonce en 35 millimètres qu'elle m'a gentiment donnée, et que j'ai repris, sur l'édition. Ça c'était, enfin voilà, plein de petites, plein de pet vraiment des photos à n'en plus finir. Heu et ce qui est marrant, c'est que la prod m'avait filé, 8 photos, juste 8 photos. Et quand on sait que Judith m'en a filé plus de Ok. 500, c'est hallucinant. Donc en gros, le starter pack, c'est ça. Toi, t'achètes les droits. Bon, allez, on lui fait 8 Ouais, en photos, gros, quoi. c'est ça, c'est vrai. Voilà, puis Bah, se c'est comme tu démerde. dis, c'est le starter pack. Moi, à côté, j'ai vraiment eu des archives et toutes ces archives-là ont permis d'illustrer, bah, tous ces bonus, tous ces entretiens, qu'on a menés. Alors, moi, j'en ai fait un avec Judith, c'était Mathias. Dolph, c'est Judith qui l'a fait, mais j'étais présent aussi, hein, voilà, je l'ai rencontré, quoi. Donc c'est aussi quelque chose. Heu Ensuite, on avait Mark Irwin, le directeur photo, qui a aussi fait Scream, qui a aussi enfin, Dumb and Dumber, enfin, il en a fait tellement plein, donc moi, j'étais en totale admiration, tu vois? Savoir que j'avais ce directeur de la photo-là dans mes bonus, enfin, c'était complètement dingue. Heu et ensuite, c'était, des bonus, plus, hem, historique, on va dire. Donc un sur vraiment Dark Angel en lui-même, donc ça, c'était Judith qui nous l'a fait et en effet, comme tu disais, un truc un peu plus presse, un peu plus journalistique, avec Hélène Merrick, donc anciennement de Starfix, qui nous a, vraiment contextualisé le film, sa sortie en France, ce qu'il a enfin, s'il a marché, s'il a pas marché, les relations presse qu'il a eues, enfin, et donc du coup, c'est vraiment l'édition la plus ultime. C'est-à-dire que même aujourd'hui, il y a une édition américaine qui est sortie, elle est pas aussi ultime, que cette édition-là. C'était vraiment un travail d'orfèvre. Mathias Hues, c'est la seule édition où on lui donne réellement la parole. Alors ça, j'ai jamais compris pourquoi. Parce que c'est quand même enfin, il est tellement identifiable à partir de son rôle et sur le reste de sa carrière d'ailleurs, lui-même il y tient encore, quoi. Tu le vois balancer sur Instagram très régulièrement des, heu, des vidéos, des petits extraits du film ou alors lui-même, il serait il se remet en Thalek et il se remet en scène, et où tu le vois, filmer dans des parkings, en train de casser des gueules à des gens. Enfin voilà, tu vois? Enfin, le mec, il est jamais sorti de son rôle, quoi et pour l'avoir rencontré, réellement, enfin, c'est vraiment quand il a tenu l'édition en main, il avait presque la larme à l'œil. Donc c'est vraiment des choses enfin, moi, on m'a toujours dit depuis que j'ai sorti cette édition-là, avec ce film-là, c'est bien parce que en fait, ça nous enfin, nous, ça nous refoule la larme à l'œil et l'entretien avec Mathias en a touché plus d'un. Donc et moi, quand on me dit ça, je suis super content parce que pour le coup, j'ai vraiment voulu remettre en avant, ce mec qui est absolument génial, heu, qui a sorti un livre d'ailleurs, qui n'a pas été traduit en France, mais qui a sorti un livre en fait où il raconte justement toutes ses galères, parce que enfin, il a quand même eu, plus de galères que de chance, mais c'est aussi un esprit
il analyse énormément de choses. Il analyse comment se passent les cascades, il analyse aussi, heu, le cinéma actuel aujourd'hui et toutes les cascades d'ailleurs qui lui ont été demandées sur Dark Angel étaient assez dingues parce que, il a pas eu énormément je crois qu'il a eu une doublure, mais la majorité, c'est lui qui les a faites les cascades du film. Que ce soit de la course, que ce soit de la chute, il a tout fait. Ça se voit dans la même si le film est découpé, ça se voit l'implication dans le cadre Ah en oui, oui. fait. Il y a des moments où tu peux pas tricher. Les seuls moments où ça triche, que ça soit du côté de Dolph, mais surtout du côté de Dolph, c'est plutôt pour les poursuites en bagnole ou certaines cascades, c'est normal, hein, en même temps, on va pas mettre en danger la star, hein. Donc, et pour ceux qui diraient oui, mais Tom Cruise, oui, non, mais bon, là, il y a pas de fond vert, hein, bon, quand il y a l'escalade là. Ça soulève une petite question, c'est pourquoi on a eu 12 snipers et pourquoi il n'y a pas eu une suite ou est-ce qu'il y a eu une intention de suite, de séquelles, tu vois? Parce que finalement, il y avait de quoi s'amuser à aller refaire un autre film derrière ça. Est-ce que ça, toi, tu en sais quelque chose, Kevin? Pourquoi le film finalement est resté isolé à un seul épisode? Il est devenu culte avec le temps. C'est un film qui avait pas marché à son époque. Il est vite sorti des salles. Dolph, malgré tout, c'était pas non plus la superstar, tu vois? C'était pas un je pense que vous en avez parlé sur, Punisher, mais Punisher, c'était pareil, c'était Oui, pas non plus un gros succès, quoi. Donc c'est un film que les gens aiment, mais c'est des films que les gens aiment aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est avec le temps qu'ils ont ce statut-là. Mais c'est pas non plus, enfin voilà, moi je me souviens quand j'en ai pas quand on a vu Dolph, petite anecdote, il a fallu lui remémorer un peu le film pour qu'il en parle. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout ça, c'est des souvenirs, c'est des films. Lui, il a eu une carrière depuis, heu, c'est pas forcément des choses dont les mecs se souviennent ou peut-être qu'ils ont pas envie de s'en souvenir non plus, j'en sais rien. Mais c'est pas non plus des films nous, c'est des films qu'on aime. Mais c'est pas aux États-Unis, je crois que, ça a pas été un gros succès le film, hein. non, c'est ça tout le drame en fait de la carrière de Dolph, c'est que je pense qu'il y a une mauvaise déjà info avec les maîtres de l'univers. Donc après, il faut se défaire des maîtres de l'univers. Et pour répondre à ta question sur le fait d'aller chercher les informations, tu vois, c'est tout con. Quand t'enchaînes les prods comme il l'a fait, et comme le font beaucoup d'acteurs en fait. Tu sais, c'est des moments il y a des moments où on enchaîne les prods, il y en a qui restent en tête, il y en a qui restent pas en tête, et moi, à ma modeste échelle, il y a certaines publicités auxquelles j'ai participé, que j'ai réalisées, etc. Je suis incapable de te dire où je l'ai tourné et ce que j'y ai fait en fait. J'ai le résultat, mais quand t'enchaînes, ça reste pas en tête, et ça je peux l'entendre. Je pense qu'il y a que, tu vois, par exemple, des réalisateurs qui ont galéré pour monter le projet, où il y a eu des trucs, où il y a toute une histoire, où ils sont capables de te remémorer ces trucs-là. Je pense que quand t'enchaînes les prods, ou en tant qu'acteur, etc., tout est à peu près au même niveau, je pense. Donc c'est pour ça que ça m'étonne guère, en fait. Mais c'est vrai que ces films-là, en France, ont fait des entrées, et c'était potentiellement des films qui étaient soit restés sur les étagères aux États-Unis, soit qui a été distribués directement en vidéoclub. Donc il y a ce Ouais, cas de figure ouais. aussi. Et je pense que Dark Angel y échappe pas. Et autre chose qu'on pourrait rajouter aussi, il faut pas oublier que dans cette décennie de 80 à 90, c'est pas la période qu'on connaît aujourd'hui, hein. Donc c'est-à-dire que là aujourd'hui, par exemple, on va remettre un peu les choses dans ce contexte. Si on s'extasie, en tout cas moi pour ma part, si je m'extasie sur un Sinners ou un 28 ans plus tard ou un Avatar, admettons, qu'est-ce que tu t'enquilles derrière? Alors qu'à l'époque, il y avait tellement de level, tous les mois, t'avais un ou deux titres de ouf. Donc là-dedans, tu sors un Dark Angel, c'est passe à côté en fait. Moi je pense qu'il y a ça aussi, hein. Je pense que c'est un film comme ça, au fait, aujourd'hui, tu sais que tu passes un bon moment. C'est-à-dire que vraiment, je pense que tu mets ton cerveau en off, tu te prends 1 heure et demie et tu kiffes. Et c'est ce genre de film-là, aujourd'hui, qui correspond à tout ça. Ouais, vous parliez de Commando, vous parlez de tout ça, mais c'est exactement ce que moi j'ai en tête. Quand j'ai pas envie de me prendre la tête, je préfère revoir ce que j'appelle un de mes classiques. Donc voilà, hein, les Commandos, les Conan, sur un Schwarzy, un Stallone, un Dolph, et cetera, je mate. Un JCVD, je mate. Parce que, malgré tout, ça me fait kiffer. Et je pense que c'est c'est ça aujourd'hui que les gens retiennent aussi de ces films-là, c'est que c'est des films qui font kiffer. Ah mais tu prêches un convaincu. Là, je crois que le dernier moment de régalade que j'ai eu en fin d'année, promo, je me suis fait des éditions Studio Canal, que des Stallone, je me suis enchaîné haute sécurité, cliffhanger, machin, j'étais plus heureux. J'étais plus heureux. Tu vois, un haute sécurité
qui est pas celui qui ressort le plus, hein. Bon, pourtant, t'as un mec solide derrière, hein, t'as John Flynn. Euh, Tu sais, quand tu regardes le truc, tu sais, c'est viscéral, c'est incarné. Ah ouais, hein, c'est un pur postulat de série B. Bon, voilà, mais c'est bon, quoi. Tu vois Ouais, ce que bien je veux te sûr. dire? Il y a plus de viscéralité dans Haute Sécurité que dans les deux Tyler Ike. Au niveau du traitement du perso, Bien je sûr, bien parle pas des sûr. scènes d'action. Mais c'est plus viscéral, c'est plus incarné. Ça, on va pas tortiller à ce niveau-là. En tout cas, voilà, moi, la dernière question que j'aurais à te poser, c'est une fois l'édition sortie, une fois ce travail-là, est-ce que déjà, au niveau des amateurs, est-ce que tu as eu un bon retour? Est-ce que ça a été salué, ce travail-là? Est-ce que tu l'as, ouais, est-ce que ça s'est bien vendu ou moyennement? Bon, t'as toujours deux trois connards qui te disent, qu'ils sont pas d'accord, que ce que tu fais, c'est de la merde et cetera. Mais je l'ai vu, hein, c'est les réseaux sociaux, tu sais? Donc les mecs, ils écrivent, ils balancent et cetera. Ça arrive. Mais, moi, en l'occurrence, j'ai eu beaucoup plus de bons retours, que ce soit par la presse, ou par les amis, ou juste par les fans, et des acheteurs qui ont vraiment apprécié le travail. Et puis honnêtement, ça fait, bientôt 5 ans que j'existe, c'est ma meilleure vente. C'est, plus de 1 500 exemplaires écoulés. 1 500 exemplaires en Blu-ray en 2025-2026. Heu, Moi je considère que à titre quand tu es un petit éditeur, c'est, c'est un bon chiffre. Donc je suis super content. C'est ma meilleure vente. Tu as celle-ci, ensuite tu as Exterminator 2, même Exterminator 2 aujourd'hui marche moins bien que Dark Angel. Donc Dark Angel continue. Tu as toujours des petites ventes par-ci, par-là. En magasin, ça se vend. Donc je pense qu'il y a vraiment un aujourd'hui, des gens veulent se souvenir de cette époque-là. Heu et surtout, voilà, ils sont fiers d'avoir une édition, je pense, aussi complète. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a rapporté le plus, c'est que pour eux, l'édition est complète. Alors, hein, j'ai lu il y a peu de temps, un gars qui avait dit sur Facebook, «Ah ouais, 3 heures et demie, d'entretien, c'est pas des bonus. Il y a pas de making of, il y a pas tout ça» et cetera. Bah, ouais, mais sauf que vaut mieux avoir 3 heures et demie d'entretien avec une personne qui raconte son expérience sur le film que rien du tout. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi? Donc, Ouais, bien Ah, sûr. mais je suis entièrement d'accord avec toi et je vais même spoiler, tu vois, à un moment donné, un de mes replays, c'est une vérif que je réactualise que j'avais fait à l'époque. Tu vois, je parlais de Pump Up the Volume, qui a pas d'écran en Blu-ray et un DVD, il y a que dalle, mais il y a que dalle, il y a ouais, un sticker je à la l'ai le con, quoi. DVD, ouais. Voilà. Il y a rien. Ouais, Il y a rien. Donc, et tu vois, je le disais aussi sur l'édition, notamment de Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, là, chez Sony. C'est ouais, Sony, hein. Le film a marché. ouais, Il y a zéro, il y a rien. ouais, Que ouais. dalle, des featurettes à la con. T'as Voilà. as Donc, alors que sur YouTube t'en sais autant avant qu'après, alors que quoi. sur YouTube, je te parle du Tarantino. Sur YouTube, tu as un making of de plus d'une demi-heure et en fait, ils ont extrait ces 4-5 minutes de ce making of là. Alors qu'ils auraient pu mettre le making of complet, qui est chez Bah ouais. Sony. Donc tu vois, enfin, tu as tout ça et je trouve ça tellement dommage. Parce qu'en réalité, enfin, il y a des choses à mettre. Là, le problème, c'est que sur un film comme ça, il y a rien. Les mecs ont plus rien ou alors, c'est des droits télé, parce que les mecs ont fait enfin, je sais pas, les Dolph ou je ne sais quoi, sont passés à la télé pour parler du film et ça, tu peux pas parce que ça coûte un prix monstre, c'est à l'étranger donc voilà. Mais on n'avait pas d'archives de toute façon à disposition. On n'avait aucune archive à part les photos que Judith nous a filées. Mais à part ça, on n'avait rien. Vraiment, tu rien. Ils te donnent ça, tu rien. Donc sur les 2 films que j'ai eu après, j'ai eu de la chance parce qu'il y avait des making of qui avaient été tournés, quoique pas tous, mais Rush, que j'avais sorti donc 1 an après, il y avait un making of d'archives, il y avait le commentaire audio de la réalisatrice, enfin tu vois? Il y avait tout ça qui était dispo. Mais donc ce qui quand même, ajoute des choses à l'édition et surtout que c'était des bonus qui étaient jamais sortis. Là sur Dark Angel, pareil, tout est inédit en réalité, sauf un bonus qui est sorti aux États-Unis qu'on a pu récupérer, avec le réalisateur, parce que Mm. sinon on n'avait aucun bonus avec le réal, parce que le réal avait refusé, il voulait pas participer à cette édition-là. Il disait qu'il avait tout dit sur Dark Angel et pour s'y référer, il fallait, fallait lire son livre, quoi.
Donc voilà, mais Ouais, je sinon comprends. on a eu, enfin voilà, on a plein de choses. Moi honnêtement, je suis super content de l'édition que j'ai faite. Vraiment, c'est pas, de l'autosatisfaction ou quoi que ce soit, mais tu vois, si tu me dis, alors c'est pas le film que j'ai c'est pas mon film préféré dans ce que j'ai sorti. Par contre, c'est peut-être l'édition, que je préfère parce que c'est la première et parce que j'y ai mis, je pense tellement de cœur et tellement d'énergie que pour le coup, je suis ultra fier, quoi. Ah mais écoute, regarde, moi je profite qu'il y ait de la vidéo, je le remontre. Tu peux être fier du taf qui a été accompli, parce que tu as rendu justice à une œuvre, tu nous as régalé, et voilà, moi, voilà, elle est dans mon mausolée, tu vois, avec tous mes autres films, et je peux que comprendre, voilà, de ton côté, les problématiques par rapport aux endroits à récupérer, voilà, parce que pour la petite histoire, hein, très modeste, moi je te parle de ça, c'était il y a, ouais, ça remonte hein, quand même, c'était il y a 15 ans. Moi, avec le magazine 7ème Dimension, j'ai entretenu voilà, un bon contact avec Eduardo Sanchez. Mmh. On avait mis en avant Altered. Et il m'avait envoyé des versions et il m'avait parlé en fait de la mine d'or qu'il avait, je crois qu'il avait plus de 2 heures en fait, de behind the scene et qu'on pourrait en faire un documentaire, tout ça. Et à l'époque, voilà, je salue en tout cas les gens de cette illustre structure. Moi j'étais en bon terme avec Neo Publishing et on avait tenté voilà, de sortir Altered avec, dans une édition Mouse costaud. Et du coup, Eduardo Sanchez nous donnait tout en fait. Voilà. Pour des questions de droit, il disait voilà, moi ma priorité, c'est que le film il n'était pas sorti en France, que le film sorte en France, donc je vous donne tout, voilà. Donc moi je devais m'occuper en fait de faire tous les making of et Neo Publishing faisait la sortie avec le master, OK. etc. Et ben qu'est-ce qui s'est passé? Quand Neo Publishing est allé chercher en fait les informations, et ben ils se sont rendus compte que c'était chez Metropolitan. Voilà. Qui avait ils avaient acheté un package voilà, de droits, dont Altered. Et Altered est sorti dans une édition de merde en DVD sans bonus. Je crois qu'il y a à peine une Oui, bande-annonce, oui, si je dis pas bah, de ils ont fait bêtises. pas mal ça, hein. Voilà, donc je comprends. À l'époque, ils avaient fait pas mal ça, ouais. Je peux que comprendre, donc c'est pour ça que voilà, on profitait de ce 50e anniversaire d'Averif, voilà, donc ça fait pas 50 ans, ça fait juste 50 fois qu'on le fait, d'avoir au moins un éditeur représentant de cet effort francophone sur les éditions, et voilà, c'est top. Moi en tout cas, je peux que saluer cette chose-là, et que encourager du coup les auditeurs, auditrices, voilà, à casser leur tirelire, parce que je le sais, hein, on va faire une dédicace, Cédric, ça va te faire rire, à France, qui fait que casser sa tirelire, voilà, on lui passe le bonjour ces derniers temps, ouais, je vois qu'il écoute un de nos épisodes, il se m'a découvert. Donc voilà, ça, c'est à peu près ça l'idée. Ce qui est bien, Cédric, c'est que, écoute, moi je pédais un peu sur l'héritage, et putain, tu m'as remonté un héritage, même pas je l'ai vu venir. Dark Angel, grosse influence des Men in Black. Magnifique. Ah, il y a une petite filiation. Ça, moi, pour en dire un dernier truc, c'est pas un best-of, Archangel, c'est un pêle-mêle. C'est un pêle-mêle de tout ce qui se faisait de cool, de sympa à ce moment-là. Et voilà. Et ça a sa propre identité. Donc, c'est sympa d'avoir une bonne édition qui circule en France. Et c'est très sympa à voir ou à découvrir, comme moi j'ai découvert la semaine dernière, tu vois, alors que je l'ai boudé ou je l'ai snobé ou je l'ai pas bien vu à sa hauteur jusque-là. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir, messieurs. Kevin, c'était un plaisir de t'avoir, parce que Plaisir tu as pu partagé. représenter tous nos représentants chez les éditeurs francophones. Et ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, chers auditeurs, auditrices. Donc, alors déjà, comme d'habitude, eh ben, vous likez, vous partagez, vous créez de nouveaux comptes pour vous abonner. C'est le temps aussi, si vous l'avez pas fait, dans les bonnes résolutions, de vous rapprocher des membres de la famille un peu éloignés, là. Tonton, tati, le cousin, machin, tout ça. Voilà, et puis on les invite à s'abonner. Et puis, ben, comme on en a l'habitude ici même, voilà, ben, c'était 7ème Dimension, c'était la 50e vérif. Et c'est la 50e fois, en tout cas dans la vérif, que je vous dis que notre créneau à nous, c'est le Smajor Bordel. Merci pour votre écoute. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de 7ème Dimension en mode podcast.